Vous marchez dans les rues poussiéreuses des enfants de Karbala, qui vendent des bibelots pour gratter au moins quelque chose pour la nourriture. L'air est saturé de fumée des foyers et des chants de prière éloignés provenant d'anciens minarets. Mais sous cela, à première vue, le paysage de la ville habituelle cache l'horreur si profonde et systématiquement cruelle qu'il a remis en question tout ce que nous sommes habitués à penser à la souffrance humaine et à jusqu'où le pouvoir peut aller, détruisant l'innocence. Pensez-vous que vous imaginez le pire de quoi l'humanité est capable par rapport au plus sans défense? Pensez-vous que les pages les plus sombres de l'histoire sont à jamais enfermées dans des manuels poussiéreux? Ensuite, préparez-vous. Avant l'histoire de la pratique, est si barbare, si profondément enracinée dans le tissu de la société afghane que les contes les plus terribles semblent être des berceuses naïves. Nous parlons du monde dit Baghbazia, où les enfants sont transformés en jouets vivants pour le divertissement et agréable à des gens puissants, se cachant derrière les traditions et les excuses religieuses. Des garçons qui ont à peine atteint 9 ans, qui sont obligés de se transformer en vêtements pour femmes et de danse devant la foule des adultes, à tout un système d'enfants qui échangent, travaillant en toute impunité sous les auspices des chefs militaires et des fonctionnaires. Ce sont des faits qui détruisent toutes les illusions sur l'Afghanistan et sa culture cachée de cruauté. Et il est important de comprendre, ce n'est pas une histoire sur plusieurs mauvaises personnes. Il s'agit d'un système entier qui dévore l'innocence des enfants et le transforme en produit pour les pouvoirs en place. La vérité la plus terrifiante sonne dans un proverbe local qui reflète la logique perverse de ce cauchemar, les femmes pour les enfants. Garçons pour le plaisir. Imaginez, vous avez 9 ans. Vous vivez dans l'une des provinces les plus pauvres d'Afghanistan. Votre famille n'a pas mangé normalement pendant des semaines. Votre père est décédé dans l'une des guerres sans fin, pendant des siècles divisant votre pays en parties. Votre mère regarde désespérément les enfants aux yeux vides d'une personne qui comprend qu'il ne peut pas les protéger de la faim, que chaque nuit, il se corrode leur estomac. Et donc il apparaît, un homme en vêtements chers, avec des dents dorées, monte en voiture, qui est plus cher que votre famille ne verra toute sa vie. Il parle tranquillement avec votre mère, lui montre un paquet d'argent, le montant dont elle n'a même pas rêvé. Il n'est pas par gentillesse ici. Il est venu vous chercher et vous transformer en ce que Bacha est appelé dans la culture locale. Un garçon dansant qui fera ses caprices jusqu'à ce qu'il devienne inutile. Il s'agit de Bachabazi, qui traduit littéralement du persan signifie jouer avec des garçons. Il reste l'une des formes de fonctionnement les plus systématiques des enfants dans le monde moderne. Et le pire, c'est que ce n'est pas une pratique cachée. Cela se produit pendant la journée, devant tout le monde, est célébré lors des fêtes, où il y a des policiers, des fonctionnaires et des chefs religieux, les personnes mêmes qui devraient protéger les enfants. Les garçons âgés de 10 à 18 ans sont vêtus de vêtements pour femmes, leurs visages sont peints de cosmétiques, leurs cheveux sont pontés dans des coiffures complexes. On leur apprend à danser, à bouger de manière à divertir le public. Mais la danse n'est que le début. Après la performance, lorsque la foule s'est dispersée et que l'argent a changé les mains, les enfants sont conduits à huis clos, où leur autre sort est décidé par les adultes. Les hommes participant à Bachabazi ont construit un système d'excuses entier pour ce qu'ils faisaient. Ils affirment que cela ne viole pas les traditions, car ils ne le considèrent pas comme une relation. Ils disent que ce n'est pas un crime, car cela ne concerne pas les femmes. Ainsi, tout un système de croyances a été créé, qui permet aux participants de rester des membres respectés de la société, des religieux et des familles. Le processus de recrutement est aussi systématique que cruel. Les principaux objectifs sont les enfants de rue, les orphelins et les garçons de familles extrêmement pauvres. Parfois, ils sont simplement enlevés des maisons ou directement dans les rues où ils prient de nourriture. Dans d'autres cas, des familles désespérées équilibrant sur le bord de la faim se voient offrir de l'argent en échange de fils, promettant que les enfants seront éduqués et des opportunités qu'ils n'auraient jamais autrement. Mais peut-être le recrutement le plus destructeur dans ce processus est de savoir comment il fait pression sur l'instinct humain fondamental de la survie. Les parents qui sont prêts à mourir afin de protéger leurs enfants sont confrontés à un choix impossible. Voir comment le fils meurt de faim, ou lui donner des gens qui lui promettent de la nourriture et un abri. C'est un choix qui ne devrait être confronté à aucune famille. Néanmoins, des milliers de familles afghanes sont confrontées à ce cauchemar chaque année. Les garçons eux-mêmes n'ont pas le choix. Ce sont des enfants qui sont complètement impuissants devant les adultes qui contrôlent tous les aspects de leur vie.
Ils disent qu'ils ont eu de la chance d'être reconnaissants pour la nourriture et le toit au-dessus de leur tête. Ils sont convaincus que la souffrance est la norme, que le monde est tellement organisé pour des gens comme eux. Devenu Bacha, le garçon perd sa propre personnalité. On lui donne un nouveau nom, souvent une femme. Il est obligé de parler d'une voix mince, de marcher d'une manière spéciale, de répondre aux équipes consciencieusement et avec gratitude. Son développement naturel est supprimé par la pression psychologique et le traitement cruel. Il se transforme en une poupée vivante, complètement subordonnée à la volonté du propriétaire. Le processus d'apprentissage est dur et complet. Les garçons sont obligés d'apprendre la danse, des mouvements soigneusement élaborés qui mettent l'accent sur leur apparence délibérément féminine. On leur apprend à appliquer des cosmétiques, à les peigner, à ramasser des vêtements afin de plaire au propriétaire. Ils doivent être capables de lire l'humeur des adultes, de deviner les désirs et de remplir les ordres sans attendre les mots. Mais le fait n'est pas seulement des compétences externes. Il y a un traitement psychologique déterminé. Ces enfants sont systématiquement brisés, inspirant que leur valeur n'est déterminée que par la volonté d'obéir. On leur dit que la résistance est inutile, que l'évasion soit impossible, que les familles les ont abandonnés et que la société a oublié. La violence physique et la punition font partie de la vie quotidienne. Ceux qui essaient de résister sont battus, l'emprisonnement et les menaces. Ils sont intimidés non seulement pour leur propre vie, mais aussi pour la vie de leur famille. Les garçons indiquent rapidement que l'évasion est impossible. On leur montre des exemples de ceux qui ont essayé de s'échapper, et les punitions sont si dures que la pensée de la liberté disparaît par elle-même. Le traitement cruel est systématique et dure des années. L'enfant appartient à son maître, mais ils peuvent le donner à d'autres personnes, le mettre en spectacle lors de soirées bruyantes ou le vendre complètement au nouveau propriétaire si l'ancien perd son intérêt. Les conséquences sur la santé sont destructrices. Les garçons souffrent de blessures physiques graves, de douleurs chroniques, d'infections, ainsi que de blessures psychologiques profondes qui leur poursuivent toute leur vie. Beaucoup développent des troubles de la dépression et de l'anxiété. Certains deviennent handicapés, d'autres ne résistent pas à l'intimidation constante et meurent simplement. Il est particulièrement terrible que la pratique de Bakbazi ne se cache pas dans l'ombrite et tissée dans le tissu lui-même. De telles parties se transforment en événements sociaux où les personnes influentes viennent. Les fonctionnaires, les commandants de la police, les militaires, les hommes d'affaires. Au bazar, les notes avec les danses des garçons sont même ouvertement vendues, et tout le monde comprend ce qui se cache exactement derrière cette fenêtre. Pour de nombreux participants, cela devient une sorte de symbole de pouvoir. Posséder plusieurs célibataires signifie démontrer la richesse et l'influence. Plus les garçons contrôlent, plus le respect de l'environnement est élevé. Il s'agit d'un panneau de statut perverti qui transforme les enfants en produits sur le marché de la souffrance humaine. La normalisation atteint les agents des forces de l'ordre. La police ne ferme pas seulement les yeux, mais souvent elle fait partie de ce système. Les tribunaux refusent de considérer les affaires contre des personnes influentes, et lorsque les arrestations se produisent toujours, les accusations sont souvent portées aux enfants eux-mêmes et non à leurs bourreaux. Les dommages psychologiques aux garçons ne peuvent pas être surestimés. Ils grandissent avec un sentiment d'impuissance complète, la perte de leur propre personnalité et la croyance que le monde les avait trahis. Ces enfants vivent dans un état d'horreur constante. Ils ne savent jamais quand ils sont appelés, ce dont ils auront besoin et quelle forme sera punie cette fois. Pour survivre, ils développent des mécanismes psychologiques spéciaux. Ils apprennent à s'éloigner de leur propre corps et d'émotions, comme s'ils disparaissent en eux-mêmes. Beaucoup développent que les psychologues appellent l'impuissance apprise, un état dans lequel une personne s'habitue si habituée à l'humiliation et à la violence qu'il cesse de résister même lorsque l'opportunité de s'échapper apparaît. Ils sont suggérés que la résistance est inutile, que leur souffrance soit inévitable et aident à attendre de l'aide. Ce traitement psychologique est si efficace que certains garçons protègent même leurs bourreaux, affirmant qu'ils devraient être reconnaissants pour la nourriture et le toit au-dessus de leur tête. Le pire est que le cycle de violence n'est pas limité uniquement par les victimes directes. Beaucoup de ceux qui ont survécu à Bakbazi, en grandissant, deviennent eux-mêmes des participants à cette pratique, ayant appris que c'est ainsi que le pouvoir et les relations dans leur société sont organisées. Pour eux, l'exploitation cesse de sembler folle,
et ils le reproduisent par rapport à la prochaine génération d'enfants vulnérables. Le cercle vicieux est donc lancé, qui est transmis de génération en génération. Mais le fait n'est pas seulement en psychologie. L'économie est basée sur. Pour ceux qui contrôlent les garçons, c'est une façon de gagner. Ils sont loués pour des fêtes et des événements, ce qui apporte un revenu important aux propriétaires. Nous parlons d'un système entier où un enfant est considéré comme un produit, dont le coût peut augmenter grâce aux investissements dans l'apparence, des vêtements coûteux, des bijoux, des cosmétiques. Mais un tel investissement se transforme en un prix terrible. Plus le garçon devient de valeur aux yeux des hôtes, plus il exige de lui, plus il épuise sa force et plus son enfance est devenue rapide en produits. Beaucoup sont transportés de la main en main, vendus et revendus, comme une chose. Chaque changement de propriétaire est une nouvelle blessure, de nouvelles règles, de nouvelles formes de fonctionnement. Pour survivre, les enfants sont obligés de s'adapter rapidement, comme les caméléons, s'adaptant aux caprices des autres. La dynamique de l'âge dans le système Bakbazi doit être prévisible et tragique scénario. Le plus souvent, les garçons sont attirés par l'âge de 9 à 12 ans, lorsqu'ils sont particulièrement vulnérables et facilement accessibles à contrôler. Leur valeur est considérée comme la plus élevée au début des adolescents, lorsqu'ils ont encore des caractéristiques des enfants, mais ils sont déjà assez formés pour remplir les rôles qui leur sont attribués. Avec le début de la maturité, lorsque les caractéristiques masculines commencent à apparaître, leur position aggrave fortement. Ce processus de croissance se transforme en un compte à rebours mortel pour eux. Ils savent que, ayant atteint la fin de l'adolescence ou du début des années 20, ils seront probablement radiés et seront obligés de chercher des moyens de survivre par eux-mêmes. Certains sont simplement jetés à la merci du destin sans subsistance. D'autres se retrouvent avec les propriétaires, pas en tant que danseurs, mais en tant que domestiques ou gardes, car ils connaissent trop bien les secrets de leurs bourreaux. Mais le pire est la stigmatisation qui reste avec eux à vie. La société afghane appartient à l'ancien bac avec mépris, les percevant comme gâtés à jamais, malgré le fait qu'ils ont été victimes de violences et de systèmes. La stigmatisation est si forte que l'intégration pleine plissée dans une vie normale pour la plupart est impossible. Il est difficile pour beaucoup de trouver un emploi, de nouer des relations ou de mener une vie normale après leur libre. Les conséquences psychologiques de Bakbazi créent une génération de jeunes profondément blessés qui transfèrent les cicatrices de la violence du survivant à l'âge adulte. Beaucoup développent de graves troubles mentaux, dépression, anxiété, état de stress post-traumatique. Ils essaient de noyer la douleur des souvenirs avec de l'alcool ou des drogues. Certains montrent une agression, ayant appris que la violence est une partie ordinaire de l'interaction entre les gens. La confiance devient presque impossible. Ces jeunes étaient dévoués aux adultes qui étaient censés les protéger, trompés par ceux qui ont revendiqué des soins et abandonnés par la société, ceux qui ne pouvaient pas les sauver. Une telle violation fondamentale de la confiance se reflète dans toutes les relations ultérieures, les empêchant d'établir un lien réel avec d'autres personnes et de croire en la possibilité d'une gentillesse sincère. L'impact sur la formation de la personnalité est particulièrement destructeur. Depuis l'enfance, ces jeunes étaient habitués à obéir aux attentes des autres, ce qui affecte leur capacité à établir une relation saine à l'âge adulte. Beaucoup éprouvent une confusion interne associée à l'identité personnelle et à la compréhension de soi. Après de nombreuses années d'imitation contraignante des rôles des autres, ils peuvent ne pas comprendre leurs propres désirs et réactions, considérant les modèles de comportement imposés ou appris. Cette confusion interne peut persister pendant des décennies, les empêchant de se réaliser et sa place dans le monde. Les conséquences pour l'éducation et le développement sont également catastrophiques. La plupart de ces enfants perdent la possibilité d'un apprentissage à part entière, car la majeure partie de leur vie a été absorbée dans les devoirs et la survie forcée, les privant de leur préparation, compétences et connaissances habituelles nécessaires à un avenir indépendant. Les garçons impliqués dans ce système privent les écoles et la possibilité de développer des compétences et des connaissances nécessaires à la vie indépendante. On leur enseigne la danse, la capacité de suivre les exigences des autres, mais ne sont pas appris à lire, à écrire ou à comprendre de manière critique leur propre situation. Cette pénurie éducative les rend complètement dépendants de ceux qui contrôlent leur vie et ne peuvent pas protéger leurs intérêts. Les conséquences médicales sont également importantes.
Les garçons souffrent de malnutrition et ne reçoivent pas de soins médicaux adéquats pour les blessures ou les maladies. Ils sont privés de soutien qui pourrait aider à faire face aux conséquences de la violence physique et psychologique. L'isolement est un autre système de contrôle du système. Les enfants sont coupés des familles, des communautés et des personnes qui pourraient les aider à comprendre que leur situation est injuste. Cette dépendance les rend complètement subordonnés à leurs contrôleurs, créant une affection déformée pour ceux qui détruisent leur vie. La réaction internationale à Baghbazi reste insuffisante. Les considérations politiques et le relativisme culturel empêchent efficacement les États occidentaux et les organisations internationales, sans causer d'accusation d'imposer leurs valeurs à la société afghane. La prudence tactique de la communauté internationale a permis à Baghbazi de se poursuivre presque sans intervention, tandis que l'attention du monde se concentre sur des problèmes plus visibles, et le fonctionnement du système des enfants reste à l'ombre. Cette pratique a montré une résistance incroyable face à l'évolution des circonstances politiques. Pendant le premier règne des talibans dans les années 90 de Baghbazi, il a été officiellement interdit et strictement punissable, ce qui a entraîné une réduction significative du nombre de cas. Cependant, après la chute du régime taliban au cours de la première année de 2000, la pratique a été relancée avec une vigueur renouvelée lorsque les anciens commandants des Mujahideen ont repris le pouvoir et l'influence. Beaucoup de ces commandants, qui ont participé à Baghbazi pendant l'occupation soviétique, ont ramené une habitude, occupant des postes dans le nouveau gouvernement. Le retour des talibans au pouvoir en 2020 a créé une situation complexe et contradictoire. Bien que les talibans aient officiellement interdit la pratique et introduit des sanctions strictes pour les participants, il y a des rapports selon lesquels certains membres des talibans eux-mêmes sont impliqués dans le fonctionnement des garçons. L'interdiction de la musique et des danses a incité la pratique sous terre, ce qui rend encore plus difficile le document et le contrôle par des observateurs internationaux. La sécurité augmente le danger pour les enfants eux-mêmes. Sans un format semi-public d'événements traditionnels, les garçons ont moins d'opportunités d'aide ou de salut. Ils sont maintenant cachés dans des complexes privés et des endroits éloignés, privant complètement les chances d'interférence ou d'évasion. La pauvreté économique, aggravée après le retour des talibans, a également augmenté la vulnérabilité des familles afghanes. La réduction de l'assistance internationale et la destruction de l'économie mettent les familles avant le choix impossible. Observer comment leurs enfants meurent de faim ou les donner aux personnes qui utilisent leur position. Le nombre de garçons impliqués dans le Baghbazi a en fait augmenté, malgré le fait que la pratique est devenue plus secrète et dangereuse. L'effet psychologique utilisé dans le système Baghbazi est si fort que de nombreux garçons ne se rétablissent jamais complètement, même des décennies après qu'ils soient en dehors du système. Ils sont blessés dans leur corps, en relation avec d'autres personnes et dans la capacité de faire confiance aux autres. Certains deviennent agressifs ou cruels, ayant appris que le pouvoir signifie l'opportunité d'utiliser les faibles. D'autres sont fermés en eux-mêmes, incapables d'établir des liens importants avec quiconque. Le plus destructeur de ce système est qu'il brise non seulement les individus, mais aussi les communautés entières. Lorsque la société normalise l'exploitation des plus vulnérables, elle crée une culture où la dignité humaine devient le sujet de la négociation, où le pouvoir est plus important que la moralité de base, et les plus vulnérables sont perçus comme un produit, et non comme des personnes. Les garçons qui ont survécu à Baghbazi décrivent souvent leurs expériences comme la mort de leur ancienne personnalité et la naissance de quelque chose de complètement nouveau. Ils apprennent à séparer l'esprit du corps, pour exister dans un état de dissociation constante afin de supporter l'impossible. Mais ce mécanisme de survie a un prix terrible, laissant leur sentiment de détachement d'eux-mêmes et des autres pour la vie. Ce cycle se poursuit aujourd'hui. Quelque part en Afghanistan, un enfant de 9 ans est à nouveau soumis à un contrôle humiliant, il est obligé d'obéir aux caprices d'autres personnes. Dans un autre endroit, la famille est obligée de prendre une décision impossible, en choisissant entre la survie et pour que leur enfant reste sous le contrôle des autres. Quelque part, un autre ancien participant à Baghbazi essaie de restaurer la vie des ruines de l'enfance, qui lui a été volée avant de réussir à comprendre ce qu'il perdait exactement. C'est la réalité de Baghbazi. Ce n'est pas une pratique ancienne qui est restée dans les manuels de l'histoire, mais un cauchemar vivant, qui continue de détruire la vie des enfants afghans pendant que le monde se détourne. Ces garçons ne sont pas des statistiques et non le sujet de la recherche scientifique.
Ce sont des personnes qui avaient besoin d'une protection, d'une éducation et de la capacité de se développer en sécurité. Au lieu de cela, ils se sont retrouvés dans un système créé pour les casser et les transformer en armes à feu pour satisfaire les désirs des autres. La tragédie de Baghbazi n'est pas seulement ce qu'elle fait avec des enfants individuels. Elle montre que la société a permis à cette horreur de devenir la norme intégrée aux institutions du pouvoir et protégée par les personnes au pouvoir. C'est un rappel que le plus vulnérable d'entre nous en souffre le plus lorsque les systèmes ne fonctionnent pas, lorsque la corruption s'épanouit et lorsque les intérêts de force sont plus importants que la dignité humaine. Ces enfants méritent le meilleur. Ils méritent un monde où l'enfance est la sécurité, où les garçons peuvent grandir sans craindre d'être transformés en jouets en direct, et ceux qui ont le pouvoir sont responsables de la protection et non du fonctionnement des innocents. Jusqu'à ce que ce monde devienne une réalité, le cauchemar Baghbazi continuera, détruisant des vies jeunes et soutenant les cycles de violence qui sont transmis de génération en génération. L'histoire de ces garçons n'est pas seulement la honte de l'Afghanistan. C'est la honte de l'humanité, un rappel de la mesure dans laquelle nous allons encore avant que nous puissions vraiment dire que nous protégeons les enfants de ceux qui veulent leur faire du mal.